Imagine pouvoir rester serein, même lorsque tout s'écroule autour de vous. Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur ne dépend pas des circonstances, mais de notre manière d'y réagir. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 10 règles simples mais puissantes qui peuvent transformer votre quotidien. Des principes anciens, mais d'une modernité étonnante. Préparez-vous à voir les épreuves sous un tout nouveau regard. Le monde extérieur est imprévisible, mais votre paix intérieure peut rester intacte. Ces règles stoïciennes vous guideront pour garder le contrôle, même dans le chaos. Pas besoin de fuir la douleur ou de chercher désespérément la joie. La clé est déjà en vous. Chaque règle que vous entendrez aujourd'hui est une boussole vers plus de sagesse et de liberté. Écoutez attentivement, car ce que vous apprendrez ici pourrait changer votre vie. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Règle 1. Le bonheur vient de l'intérieur. Combien de fois avons-nous cherché le bonheur là où il ne se trouve pas? Dans une promotion, une nouvelle voiture ou l'approbation des autres. Pourtant, le stoïcisme nous rappelle une vérité simple. Le vrai bonheur ne dépend pas du monde extérieur. Il grandit en nous, comme une flamme qu'aucun vent ne peut éteindre. C'est un choix, une discipline quotidienne. Imaginez 2 personnes face à la même épreuve. L'une s'effondre, l'autre reste calme. La différence? La seconde a compris que les émotions ne sont pas dictées par les événements, mais par notre façon de les interpréter. Les stoïciens appellent cela la prohérésie, notre pouvoir de choisir notre réponse. Le bonheur, c'est cela, reprendre le contrôle de son regard. L'argent, le statut, les biens matériels, ils peuvent disparaître demain. Si vous liez votre joie à ces choses, vous vivez à la merci du destin. Mais si vous la fondez sur ce que personne ne peut vous voler, votre intégrité, votre raison, votre capacité à aimer, alors vous êtes libre. C'est la promesse du stoïcisme, une félicité qui résiste aux tempêtes. Prenons un exemple concret. Vous ratez un train important. Vous pouvez hurler de frustration ou utiliser ce temps pour lire, réfléchir, observer le monde. La situation ne change pas, mais votre expérience, si. Les stoïciens disent que nous souffrons moins des événements que de notre opinion sur eux. Et cette opinion, nous pouvons la remodeler. Certains croient que maîtriser ses émotions signifie les étouffer. Erreur. Il s'agit de les comprendre pour ne plus en être l'esclave. La colère, la tristesse existent, mais elles ne doivent pas diriger votre vie. Comme un capitaine ajuste ses voiles au vent, vous pouvez avancer sans être emporté par chaque vague. Épictète, esclave devenu philosophe, résumait ainsi: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Autrement dit, votre souffrance vient moins de la réalité que des histoires que vous vous racontez. Changer ces récits intérieurs, c'est changer votre vie. Cette idée peut sembler abstraite, mais elle est d'une puissance folle. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le monde soit parfait pour être heureux. Vous pouvez commencer maintenant, en travaillant sur ce qui est vraiment en votre pouvoir. Vos pensées, vos actions, vos valeurs. Le reste, ce n'est que du bruit. Bien sûr, cela demande de l'entraînement. Personne ne devient stoïcien en un jour. Mais chaque fois que vous choisissez la sérénité face au chaos, vous musclez votre esprit. Comme un athlète, vous progressez par petits efforts répétés. Et un jour, vous réaliserez que ce que vous cherchiez dehors était en vous depuis le début. Alors, comment pratiquer? Commencez par de petits exercices. Quand quelque chose vous irrite, demandez-vous: est-ce que je peux y changer quelque chose? Si oui, agissez. Sinon, acceptez. Cette simple question vous ancrera dans le présent et vous évitera des souffrances inutiles. Le bonheur intérieur n'est pas un rêve lointain. C'est une forteresse que vous bâtissez pierre après pierre, jour après jour. Les stoïciens ne promettent pas une vie sans épreuve, mais une vie où aucune épreuve ne pourra vous briser. Et ça, c'est une liberté que rien ni personne ne pourra jamais vous enlever. Règle 2. Gratitude quotidienne. Et si le secret du bonheur ne résidait pas dans ce qui nous manque, mais dans notre capacité à voir ce que nous avons déjà?
La gratitude est un outil puissant, souvent sous-estimé. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, commençaient leur journée en se rappelant leurs bienfaits, non par hasard. Cette simple habitude change tout. Prenez une minute et pensez à 3 choses toutes simples qui vous ont rendu heureux aujourd'hui. Un café chaud, un rayon de soleil, un message d'un ami. Rien d'exceptionnel? Justement, la gratitude nous apprend à trouver de la joie dans l'ordinaire. Ce n'est pas de la naïveté, mais une stratégie pour échapper au piège de l'insatisfaction permanente. Notre cerveau est programmé pour repérer les problèmes, un héritage de nos ancêtres chasseurs. Mais aujourd'hui, cette tendance nous pousse à voir d'abord ce qui ne va pas. La gratitude rééquilibre la balance. En notant chaque soir 3 choses positives, vous rééduquez votre esprit. Petit à petit, vous verrez plus de lumière, même dans les jours sombres. Imaginez 2 personnes avec la même vie. L'une se plaint sans cesse, l'autre chérit chaque petit plaisir. Laquelle sera plus heureuse? La réponse est évidente. Pourtant, nous oublions souvent que le bonheur est une question de perspective. Les stoïciens disaient « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu le reçois qui compte ». Dans les moments difficiles, la gratitude devient un bouclier. Perdre son travail, on peut être reconnaissant pour sa santé. Une rupture amoureuse, apprécier le soutien des proches. Cela ne supprime pas la douleur, mais empêche qu'elle ne consume tout. Comme un phare dans la tempête, la gratitude nous aide à garder le cap. Certains croient qu'il faut attendre d'avoir raison d'être reconnaissant. C'est l'inverse. Plus vous pratiquez la gratitude, plus vous trouvez de raisons d'être reconnaissant. C'est un cercle vertueux. Même Épictète, né esclave, trouvait de la joie dans sa liberté intérieure. Son secret? Voir chaque jour comme un cadeau, jamais comme un dû. Comment s'y prendre? Tenez un carnet. 3 choses par jour, sans répétition. Au début, ce sera peut-être difficile. Puis vous remarquerez des détails magiques. La façon dont les feuilles bruissent, le rire d'un enfant. La vie devient plus riche quand on apprend à vraiment la regarder. La gratitude n'est pas de l'optimisme béat. C'est un choix courageux, refuser de laisser les épreuves effacer nos joies. Les stoïciens parlaient des amor fati, aimer son destin. Pas tout subir passivement, mais trouver dans chaque situation une leçon ou une bénédiction cachée. Essayez dès ce soir. Avant de dormir, fermez les yeux et laissez défiler vos moments de gratitude. Vous vous endormirez plus léger. Et au réveil, vous commencerez naturellement à chercher ces perles de bonheur dans votre journée. C'est cela, la magie de la gratitude. Elle transforme non seulement votre présent, mais aussi votre futur. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans nuages. Mais il offre une boussole, la gratitude. Avec elle, même les journées grises révèlent leur beauté. Parce qu'au fond, la vie ne devient jamais parfaite. C'est notre regard qui apprend à l'être. À ajuster selon vos préférences. Règle 3. L'art de vivre dans le présent. Combien de temps passons-nous à ressasser hier ou à redouter demain, alors que la vie se déroule ici, maintenant? Les stoïciens avaient compris une vérité essentielle. Le présent est le seul territoire où nous sommes véritablement libres. Le passé est figé, le futur incertain, mais cet instant précis vous appartient. Imaginez un archer. S'il pense à la flèche déjà partie ou à celle qu'il doit encore tirer, il manquera sa cible. La concentration totale sur le geste présent fait la différence. Notre vie ressemble à cela. Quand nous nous perdons dans les regrets ou les craintes, nous ratons la richesse de l'instant. Marc Aurèle écrivait chaque matin « Aujourd'hui, je rencontrerai de l'ingratitude, de l'arrogance, de la tromperie. » Pas par pessimisme, mais pour se rappeler que chaque journée apporte son lot d'épreuves, et que seul compte sa façon d'y répondre sur le moment. Le pouvoir d'agir n'existe qu'au présent. La société moderne nous pousse constamment ailleurs. Pense à ton avenir. Ne reproduis pas tes erreurs. Ces conseils ont leur valeur, mais deviennent toxiques quand ils nous éloignent du maintenant. Un stoïcien ne vit pas dans l'insouciance, mais dans une attention vigilante à ce qui se passe réellement devant lui. Prenons un exemple simple.
Vous marchez dans un parc. Si votre esprit est occupé par la réunion de demain, vous ne verrez pas les couleurs des fleurs, n'entendrez pas le chant des oiseaux. Votre corps est présent, mais votre conscience absente. Le stoïcisme nous invite à rentrer chez nous, dans l'instant présent. Cette pratique a un effet secondaire merveilleux. Elle apaise l'anxiété. La plupart de nos peurs concernent ce qui pourrait arriver. En ramenant constamment notre attention sur « qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» nous reprenons pied. Pas de panique dans l'instant présent, seulement des possibilités d'action. Comment cultiver cette présence? Commencez par des ancrages simples. En buvant votre café, soyez vraiment là. Goûtez l'amertume, sentez la chaleur de la tasse. Quand vous marchez, ressentez le contact avec le sol. Ces micro-moments de pleine conscience sont des portes d'entrée vers une vie plus stoïque. Épictète enseignait: ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veux-les comme ils arrivent. Cette acceptation active ne signifie pas renoncer à changer les choses, mais commencer par voir clairement ce qui est, avant de décider comment agir. Le présent n'est pas un entre-deux entre passé et futur. C'est le théâtre de votre existence. Chaque respiration, chaque regard, chaque décision minuscule construit la trame de votre vie. Les stoïciens ne proposent pas d'oublier le son du passé ou projet futur, mais de les utiliser comme outils pour mieux vivre maintenant. Demain n'est pas promis. Hier n'est plus. Mais ce souffle que vous prenez à l'instant, cette phrase que vous lisez maintenant, voilà où se niche la vraie liberté. Comme le disait Sénèque, la vie est longue si tu sais en user. Et l'usage le plus sage commence toujours par un simple « je suis ici ». Règle 4. Éliminez les plaintes. Avez-vous déjà remarqué comme une simple plainte peut assombrir l'atmosphère d'une pièce entière? Les stoïciens observaient déjà ce phénomène il y a 2000 ans. Se plaindre est comme respirer de l'air vicié. Ça ne nourrit pas, ça intoxique. Pourtant, nous le faisons presque sans y penser, comme une mauvaise habitude qui ronge notre énergie vitale. La plainte a un mécanisme pervers. Elle donne l'illusion d'agir alors qu'elle ne change rien. Il fait trop chaud. Mon travail est ingrat. Les gens sont égoïstes. Ces mots ne refroidissent pas l'air, n'améliorent pas votre job, ne transforment pas les autres. Ils ne servent qu'à entretenir votre frustration. Le stoïcisme propose une alternative radicale. Transformer l'énergie des plaintes en action concrète. Imaginez deux collègues face au même problème. Le premier rumine « Pourquoi c'est toujours à moi ?» Le second se demande « Comment puis-je améliorer la situation ?» Lequel des deux trouvera une solution? Lequel inspirera les autres? La différence n'est pas dans les circonstances, mais dans l'attitude. Marc Aurèle lui-même, empereur accablé de responsabilités, écrivait « L'obstacle devient la voie ». Nos plaintes révèlent souvent nos attentes non dites. Ce transport en commun est insupportable. Cache peut-être « Je m'attendais à plus de confort ». Les stoïciens suggèrent un exercice libérateur. Distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Le retard du métro, hors de votre contrôle. Votre réaction, totalement en votre pouvoir. Quand vous surprenez votre esprit à se plaindre, essayez ce petit jeu stoïcien. Demandez-vous si la situation est vraiment intolérable ou simplement inconfortable. Souvent, nous confondons les deux. Un embouteillage n'est pas une catastrophe, juste une occasion d'écouter un podcast ou de pratiquer la patience. Ce recadrage immédiat change tout. Les plaintes chroniques créent une spirale négative. Votre cerveau, comme un muscle, se renforce dans ce qu'il pratique. Plus vous vous plaignez, plus vous trouvez de raisons de vous plaindre. La bonne nouvelle, l'inverse est vrai aussi. En cultivant le silence ou les paroles constructives, vous entraînez votre esprit à voir les solutions plutôt que les problèmes. Comment briser le cycle? Commencez par un jour sans plainte. Pas même dans votre tête. Quand une plainte surgit, transformez-la immédiatement en action ou en acceptation. Trop de travail? Faites une liste priorisée. Un ami vous a déçu? Parlez-lui ou lâchez prise. Cet exercice révèle à quel point nos plaintes sont souvent des paresses déguisées. L'entourage joue un rôle crucial.
Nous imitons inconsciemment le langage de ceux qui nous entourent. Si votre groupe passe son temps à râler, vous ferez de même. Les stoïciens recommandaient de fréquenter des gens qui élèvent plutôt qu'ils ne rabaissent. Sans fuir les malheureux, mais sans se laisser contaminer non plus. Après quelques semaines de cette pratique, un miracle discret se produit. Vous devenez plus léger, plus efficace. Les problèmes n'ont pas disparu, mais votre façon de les aborder a changé. Vous gagnez en respect envers vous-même et des autres. Car celui qui ne se plaint pas sans cesse devient paradoxalement plus crédible quand il exprime une vraie difficulté. Le stoïcisme ne prône pas le silence absolu face à l'injustice, mais l'élimination des plaintes stériles. Comme le disait Épictète, si quelqu'un te dit que tu parles mal, ne te défends pas. Montre plutôt par tes actes que tu as changé. La meilleure réponse au désagrément de la vie n'est pas la plainte, mais l'action silencieuse et la transformation intérieure. Règle 5. Accepter l'imperfection. Nous vivons dans un monde obsédé par la perfection. Corps sans défaut, carrière sans accroc, vie sans faux pas. Pourtant, regardez la nature. Les arbres les plus forts portent des cicatrices, les fleurs les plus belles ont des pétales irréguliers. Les stoïciens comprenaient cette vérité profonde. C'est à travers nos imperfections que nous grandissons vraiment. Chaque erreur contient une leçon précieuse, comme un cadeau mal emballé. Quand vous trébuchez, vous avez deux choix, maudire le sol ou examiner ce qui vous a fait tomber. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, gardait toujours près de lui un esclave dont le rôle était de lui rappeler régulièrement « Tu n'es qu'un homme ». Ce n'était pas une insulte, mais un rappel salutaire de notre humanité partagée. La société nous enseigne à cacher nos faiblesses, comme si elles étaient honteuses. Le stoïcisme propose une approche révolutionnaire. Embrasser nos limites avec franchise. Imaginez la liberté de pouvoir dire « Je ne sais pas, j'ai eu tort. J'apprends encore, sans crainte du jugement ». Cette authenticité dégage une force bien plus impressionnante que n'importe quelle façade de perfection. Nos échecs ne nous définissent pas. C'est notre réaction face à eux qui trace notre caractère. Un vase brisé peut être recollé avec de l'or, devenant ainsi plus précieux qu'avant. De même, nos blessures et nos erreurs, quand nous les acceptons avec humilité, deviennent les veines dorées de notre sagesse personnelle. Les stoïciens appelaient cela l'alchimie des épreuves. Prenons un exemple concret. Vous avez perdu votre calme lors d'une réunion importante. Plutôt que de vous enfermer dans la honte, pratiquez l'examen stoïcien. Qu'est-ce qui a déclenché cette réaction? Comment pourriez-vous faire mieux la prochaine fois? Cet exercice transforme un moment gênant en tremplin pour progresser. La peur de l'imperfection est souvent une prison auto-imposée. Combien de projets n'ont jamais vu le jour parce que ce n'était pas encore parfait? Les stoïciens recommandaient de distinguer l'excellence, qui se cultive, du perfectionnisme, qui paralyse. Agissez maintenant avec les moyens dont vous disposez, améliorez-vous en cours de route. Cette acceptation ne signifie pas renoncer à s'améliorer, mais cesser de se punir pour n'être pas déjà parfait. Comme un jardinier qui sait que les plantes ont besoin de temps pour pousser, soyez patient avec vous-même. Sénèque conseillait « Prends soin de ton âme comme d'un élève qui dure toute une vie ». Comment pratiquer au quotidien? Tenez un journal de vos erreurs et de leurs enseignements. Non pour vous flageller, mais pour célébrer vos progrès. Remplacez « Je suis nul » par « J'apprends ». Quand vous remarquez une imperfection chez autrui, souvenez-vous que vous en portez aussi. Cela cultive la compassion. Les plus grandes leçons de vie ne viennent pas des succès, mais des échecs bien digérés. Un stoïcien ne redoute pas les faux pas. Il sait qu'ils font partie du chemin vers la sagesse. Après tout, comment apprendre la patience sans frustration, le courage sans peur, ou la persévérance sans obstacle? Aujourd'hui, regardez vos imperfections non comme des ennemis, mais comme des maîtres exigeants mais bienveillants. Comme le disait Épictète, ce qui gêne devient la voie. Dans cette acceptation active réside une paix profonde. La sérénité de celui qui n'a plus besoin d'être parfait pour s'estimer et être heureux. Règle 6. S'entourer de personnes inspirantes. Avez-vous remarqué comme on adopte inconsciemment les manières de parler,
les attitudes et même les valeurs de ceux qui nous entourent? Les stoïciens avaient observé ce phénomène bien avant la psychologie moderne. Nous sommes les produits de nos fréquentations, comme des plantes prenant la qualité du sol où elles poussent. Choisir son entourage, c'est choisir sa propre évolution. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses pensées « L'âme se teint de la couleur de ses pensées ». Nous pourrions ajouter « Elle se nourrit aussi des âmes qui l'entourent ». Imaginez passer une année entière avec des personnes qui lisent, réfléchissent et cherchent à s'améliorer. À quel point seriez-vous différent aujourd'hui? L'environnement humain est un terreau qui façonne silencieusement notre caractère. Le stoïcisme ne prône pas l'élitisme social, mais une vigilance bienveillante. Posez-vous cette question simple. Après avoir passé du temps avec telle personne, me sens-je plus léger ou plus lourd? Plus inspiré ou plus découragé? Ces indicateurs émotionnels sont précieux. Épictète, l'esclave devenu maître, conseillait « Montre-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Certaines relations fonctionnent comme des miroirs grossissants. Elles révèlent et amplifient nos propres qualités ou défauts. Entourez-vous de personnes patientes et votre propre patience se renforcera. Fréquentez des esprits chagrins et vous risquez de devenir leur écho. La vertu, comme le vice, est contagieuse. C'est pourquoi Sénèque comparait les mauvaises fréquentations à une maladie qu'on attrape sans s'en rendre compte. Pratiquement, comment appliquer cette règle sans tomber dans l'isolement? Commencez par un audit relationnel discret. Qui, dans votre entourage, incarne les valeurs que vous admirez? Passez plus de temps avec ces personnes. Pour les relations toxiques inévitables, collègues, famille, cultivez une distance intérieure stoïcienne. Soyez présent sans vous laisser contaminer. Les stoïciens distinguaient 3 cercles relationnels. Les maîtres, ceux qui nous élèvent, les compagnons, ceux qui marchent à nos côtés, et les élèves, ceux que nous guidons. Une vie équilibrée a besoin des 3. Cherchez des mentors qui vous challengent, des pairs qui vous soutiennent, et soyez un exemple pour ceux qui viennent après vous. Attention aux relations parasites, celles qui ne vous apportent rien mais consomment votre énergie. Comme un jardinier arrache les mauvaises herbes pour protéger ses plantes, apprenez à mettre des limites bienveillantes mais fermes. Le temps est votre ressource la plus précieuse. Ne le gaspillez pas avec ceux qui n'en sont pas dignes. Mais le stoïcisme n'est pas un prétexte à l'individualisme. Au contraire, une fois entouré des bonnes personnes, devenez vous-même une source d'inspiration. Pratiquez l'art des conversations profondes. Parlez moins de gens et de choses, plus d'idées et de valeurs. Cultivez des rituels collectifs enrichissants. Club de lecture, marche philosophique, partage de connaissances. Souvenez-vous, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Voulez-vous devenir plus sage? Entourez-vous de sagesse. Plus courageux? Cherchez des modèles de bravoure. Plus joyeux? Laissez-vous contaminer par ceux qui voient la beauté du monde. Comme le disait Hénon, fondateur du stoïcisme, nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter davantage ceux qui peuvent nous élever. En ces temps de connexion numérique permanente, choisissons nos influences avec autant de soin que notre nourriture. Car l'âme aussi a son régime, et rien ne la fortifie autant que la compagnie des esprits nobles. Voilà peut-être le secret le mieux gardé du stoïcisme, on devient ce qu'on fréquente. Règle 7. Maîtrisez ses émotions. Imaginez vos émotions comme des chevaux puissants. Si elles tirent le chariot dans tous les sens, c'est le chaos. Mais si vous en prenez les rênes, elles deviennent une force extraordinaire. Les stoïciens ne nous apprennent pas à étouffer ce que nous ressentons, mais à chevaucher ces énergies avec intelligence. La sagesse ne consiste pas à ne rien ressentir, mais à ne pas se laisser emporter. Combien de décisions regrettables avons-nous prises sous le coup de la colère ou de la peur? Ces tempêtes intérieures obscurcissent notre jugement. Marc Aurèle comparait l'esprit à un lac. Quand les vagues s'agitent, l'eau devient trouble. Attendez que la surface se calme et vous y verrez à nouveau clair. Ce temps de pause est la première clé de la maîtrise émotionnelle. Quand une émotion forte vous submerge, essayez ce petit exercice stoïcien. Nommez-la simplement. Je ressens de la colère, plutôt que je suis en colère.
Cette légère distance change tout. Vous n'êtes pas votre émotion, vous l'expérimentez. Comme un nuage dans le ciel, elle finira par passer. Cette simple prise de conscience brise le sortilège de l'impulsivité. Les stoïciens distinguaient deux étapes cruciales, l'impression première, automatique, et l'assentiment qu'on peut contrôler. Par exemple, face à une insulte, la bouffée de colère est naturelle. Mais donner suite ou non, cela dépend de vous. Entre le stimulus et la réponse se trouve cet espace de liberté où réside toute votre puissance. Prenons un exemple concret. Votre patron vous critique injustement. Votre première réaction sera peut-être de vous sentir blessé ou en colère. Très bien. Mais avant de répondre, demandez-vous, quelle version de moi-même veux-je incarner ici ? Cette question magique vous reconnecte à vos valeurs profondes. L'émotion est toujours là, mais elle ne vous contrôle plus. Nos émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des signaux précieux. La peur nous avertit d'un danger, la colère d'une injustice, la tristesse d'une perte. Le problème survient quand nous confondons le signal avec la réalité. Un stoïcien écoute le message sans se laisser hypnotiser par lui. Comme un bon capitaine, il tient compte des vents sans leur abandonner la barre. Cette maîtrise demande de l'entraînement. Commencez par observer vos réactions dans les petites contrariétés, un café renversé, un embouteillage. Notez comment l'émotion monte, culmine, puis redescend. Avec le temps, vous développerez ce que les stoïciens appelaient apatheia, non pas l'absence de sentiments, mais la liberté à leur égard. Les grands orateurs stoïciens parlaient du banquet des émotions. Goûtez à chaque plat, mais ne vous gavez d'aucun. Savourez la joie sans vous y attacher, traversez la tristesse sans vous y noyer. Cette attitude médiane évite aussi bien l'explosion que le refoulement, les deux extrêmes étant également néfastes. Quand vous sentez qu'une émotion risque de vous submerger, rappelez-vous cette image chère aux stoïciens. Vous êtes le rocher contre lequel viennent se briser les vagues. Les flots peuvent être violents, mais votre centre demeure inébranlable. Cette stabilité intérieure n'est pas de la froideur, mais la marque d'une profonde maturité. La maîtrise émotionnelle, selon le stoïcisme, n'aboutit pas à une vie plate, mais au contraire à une existence plus riche. Libéré des réactions automatiques, vous devenez pleinement auteur de votre vie. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui importe. En apprivoisant vos émotions, vous ne devenez pas moins humain, vous devenez plus libre. L'émotion est comme un feu, bien maîtrisée, elle réchauffe et éclaire. Laissée incontrôlée, elle consume tout sur son passage. Les stoïciens voyaient dans cette énergie brute la matière première de la vertu. Apprenez à canaliser cette puissance plutôt qu'à l'éteindre. Vos passions bien dirigées deviendront vos meilleurs alliés. Quand l'anxiété vous assaille, pratiquez l'exercice du pire scénario. Demandez-vous, quelle est la pire issue possible? Puis évaluez si vous pourriez le supporter. Vous découvrirez que vous êtes plus résilient que vos peurs ne le prétendent. Cette technique stoïcienne désamorce l'imaginaire catastrophiste. Les émotions sont contagieuses comme des virus. Entourez-vous de sérénité pour attraper la paix intérieure. Fuyez les éternels mécontents comme on évite la peste. Votre environnement émotionnel façonne votre paysage intérieur. Choisissez-le avec autant de soin que votre alimentation. Tenez un journal des tempêtes. Notez chaque crise émotionnelle. Son déclencheur, sa durée, votre réponse. Avec le temps, vous discernerez vos schémas récurrents. Cette cartographie de vos orages intérieurs est le premier pas vers la maîtrise. La connaissance de soi est la boussole du stoïcien. Quand une émotion vous submerge, changez de posture physique. Redressez-vous, respirez profondément, détendez vos épaules. Le corps influence l'esprit autant que l'inverse. Cette astuce, simple, crée instantanément de l'espace mental. Les anciens pratiquaient déjà cette union du corps et de l'esprit. Imaginez vos héros stoïciens face à votre situation. Comment Sénèque aurait-il réagi à cette provocation? Quel visage Marc Aurèle aurait-il montré dans cette épreuve? Ces modèles mentaux vous élèvent au-dessus de vos réflexes primaires.
La vertu se cultive par l'imitation des sages. Les émotions fortes déforment notre perception du temps. Un moment douloureux semble éternel, une joie passe trop vite. Le stoïcien apprend à remettre les choses en perspective. Ceci aussi passera, et son mantra dans l'adversité. Tout est éphémère, sauf la liberté de choisir sa réponse. Pratiquez la méditation des vagues. Visualisez chaque émotion comme une vague qui naît, grandit, atteint son apogée, puis retombe. Observez ce cycle naturel sans vous identifier au flux. Vous n'êtes pas la vague, vous êtes l'océan. Créez un rituel de débriefing émotionnel chaque soir. Quelles émotions m'ont visité aujourd'hui? Comment ai-je réagi? Que pourrais-je améliorer demain? Ce bilan quotidien affine progressivement votre maîtrise. La sagesse s'acquiert goutte à goutte, jour après jour. Souvenez-vous que même les plus grands stoïciens éprouvaient colère, peur ou tristesse. Leur génie fut de transformer ces énergies en actions vertueuses. Vos émotions ne sont pas des faiblesses à cacher, mais des forces à éduquer. C'est là tout l'art de vivre. Règle 8. Pratiquez le détachement. L'attachement est comme une corde. À petite dose, elle nous sécurise. Trop serrée, elle nous étouffe. Les stoïciens comprenaient que notre souffrance naît souvent de notre incapacité à lâcher prise. Ce n'est pas l'amour des choses qui pose problème, mais la dépendance que nous développons envers elles. Pratiquer le détachement, c'est apprendre à tenir chaque possession avec une main ouverte, prête à laisser partir. Imaginez deux personnes face à la perte d'un objet précieux. L'une s'effondre, l'autre reste sereine. La différence? La seconde savait depuis le début que rien ne dure éternellement. Marc Aurèle se rappelait chaque matin que tout ce qu'il aimait était déjà en train de lui échapper. Cette conscience de l'impermanence n'enlève rien à la joie. Elle la purifie au contraire de la peur de perdre. Le détachement stoïcien n'est pas de l'indifférence glaciale. On peut aimer profondément tout en acceptant que cet amour ne nous appartient pas. Comme un jardinier qui chérit ses fleurs tout en sachant qu'elles faneront. Cette sagesse paradoxale nous permet de goûter pleinement chaque instant sans en devenir prisonnier. C'est l'art de vivre avec intensité mais sans dépendance. Nos sociétés modernes nous poussent à croire que le bonheur vient de l'accumulation. Plus de biens, plus de succès, plus de relations. Pourtant, regardez autour de vous. Ceux qui possèdent le plus ne sont pas nécessairement les plus heureux. Le stoïcisme propose une voie radicalement différente. Cultiver la gratitude pour ce qu'on a, tout en restant léger face à la possibilité de le perdre. Prenons un exemple concret. Vous adorez votre voiture. Un jour, elle est rayée. Si vous en êtes trop attaché, cette égratignure vous ruinera la journée. Si vous pratiquez le détachement, vous remarquerez à peine l'incident. La voiture n'a pas changé. C'est votre rapport à elle qui fait toute la différence. Cette liberté intérieure vaut bien plus que tous les biens matériels. Comment développer ce détachement salutaire? Commencez par de petits exercices. Prêtez un livre que vous aimez sans exiger qu'on vous le rende. Donnez régulièrement des objets dont vous pourriez avoir besoin plus tard. Ces gestes apparemment simples rééduquent votre esprit à ne pas s'accrocher. Comme un muscle, le détachement se renforce par l'entraînement progressif. Les relations humaines aussi bénéficient de ce léger recul. Aimez quelqu'un sans exiger qu'il réponde toujours à nos attentes. Appréciez une présence sans paniquer à l'idée d'une absence. Ce détachement bien compris n'enlève rien à la profondeur du lien. Il le protège au contraire des poisons de la possessivité et de la jalousie. Le détachement ultime est celui qu'on pratique vis-à-vis de soi-même. Nos opinions, nos succès, même notre identité, tout cela n'est que temporaire. Les stoïciens recommandaient de se voir comme un acteur qui joue son rôle avec passion, mais qui sait qu'il devra un jour quitter la scène. Cette humilité radicale est la clé d'une véritable liberté intérieure. Attention cependant, le détachement ne doit pas devenir une excuse pour ne rien investir. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur d'être blessé, mais d'accepter que les blessures font partie du voyage. Comme un navigateur qui prend la mer tout en sachant qu'il pourrait faire naufrage.
Le courage stoïcien consiste à s'engager pleinement tout en gardant une part de soi inviolable. En fin de compte, pratiquer le détachement, c'est embrasser pleinement la vie dans toute sa fugacité. C'est danser sous la pluie tout en sachant qu'elle cessera, aimer tout en acceptant que tout amour se transforme. Cette sagesse ne nous éloigne pas de l'existence, elle nous y plonge plus profondément, libérés enfin de la peur de perdre ce que nous chérissons. Le détachement stoïcien ressemble à l'attitude d'un spectateur au théâtre. Il apprécie intensément la pièce tout en sachant qu'elle n'est pas réelle. Cette distance consciente permet de vivre chaque expérience avec plénitude, sans pour autant s'y perdre. Imaginez-vous comme le témoin bienveillant de votre propre vie plutôt que comme son prisonnier. Cette perspective transforme radicalement notre rapport au bien, aux relations et même à nos propres pensées. Le vrai détachement n'est pas un refus de vivre, mais une manière plus lucide et plus légère d'habiter l'existence. Pratiquez régulièrement l'exercice de la perte anticipée. Chaque matin, visualisez ce que vous pourriez perdre aujourd'hui. Non pour vous apeurer, mais pour vous rappeler la valeur réelle des choses. Ce petit rituel stoïcien a un effet paradoxal. Loin de rendre triste, il intensifie notre gratitude pour ce que nous avons ici et maintenant. En acceptant par avance que tout est éphémère, nous devenons capables de savourer chaque instant sans l'empoisonner par la peur de le voir disparaître. C'est l'un des secrets les plus précieux de la sagesse antique. Nos attachements excessifs prennent souvent racine dans une illusion, celle de croire que certaines choses ou personnes peuvent nous compléter. Les stoïciens rappellent avec force que nous sommes déjà entiers. Un objet, un statut ou une relation peut embellir notre vie, mais jamais la rendre complète. Cette prise de conscience libératrice nous permet d'apprécier les bienfaits de l'existence sans en devenir dépendants. Le détachement véritable commence quand nous cessons de chercher à l'extérieur ce qui ne peut se trouver qu'en nous-mêmes. Le monde moderne cultive en nous l'addiction au toujours plus. Plus de possessions, plus de succès, plus de reconnaissance. Le stoïcisme propose une voie radicalement différente, apprendre à distinguer clairement entre nos besoins réels et nos désirs artificiels. Faites l'expérience de vous passer régulièrement de quelque chose que vous aimez. Cela vous rappellera votre force intérieure. Cette ascèse volontaire n'a rien de masochiste, c'est un entraînement à la liberté qui nous immunise contre les caprices du destin. Dans nos relations, le détachement bien compris se manifeste par une présence totale mais sans exigence. Aimer sans poser de conditions. Donner sans attendre de retour. S'engager sans exiger de garantie. Voilà l'attitude du sage stoïcien. Paradoxalement, c'est cette forme d'amour désintéressé qui crée les liens les plus solides et les plus authentiques. En cessant de vouloir posséder l'autre, nous lui permettons de nous choisir chaque jour librement. Le détachement relationnel n'éloigne pas les êtres, il les rapproche dans leur vérité. Le travail sur les attachements matériels prépare à l'ultime détachement, celui face à notre propre image et à nos opinions. Combien de souffrances naissent de notre besoin d'avoir raison, d'être aimé ou admiré. Le stoïcien apprend à se désidentifier même de ses pensées et de ses croyances les plus chères. Ce n'est pas ce qu'on dit de toi qui compte, mais ce que tu en fais, enseignait Épictète. Ce recul intérieur offre une invulnérabilité tranquille face au jugement d'autrui et aux vicissitudes de la réputation. Certains confondent détachement et passivité, erreur profonde. Le vrai détachement stoïcien est dynamique, il agit avec engagement, tout en restant libre intérieurement du résultat. Comme un athlète qui donne le meilleur de lui-même tout en acceptant par avance la défaite possible. Cette attitude transforme radicalement notre rapport à l'action, nous devenons capables d'agir avec une intensité maximale tout en conservant une paix minimale, quels que soient les fruits de nos efforts. C'est là le paradoxe fécond du détachement actif.
Le détachement atteint son apogée dans la pratique de l'amor fati. L'amour du destin. Non pas une résignation passive, mais un oui profond à ce qui arrive, transformant chaque événement en opportunité de croissance. Apprenez à voir dans chaque obstacle un maître déguisé, dans chaque perte une leçon précieuse. Cette alchimie spirituelle ne supprime pas la douleur, mais lui donne un sens. Le stoïcien ne subit pas le destin, il le danse avec grâce et lucidité, quelles que soient les mélodies que lui joue l'existence. Pour cultiver le détachement au quotidien, adoptez la méthode des 3 questions stoïciennes face à tout attachement. 1. En ai-je vraiment besoin? 2. Quelle serait ma vie sans cela? 3. Suis-je prêt à le perdre? Ce questionnement régulier agit comme une purge des attachements superflus. Avec le temps, vous développerez une relation plus saine et plus légère à tout ce qui compose votre vie. Le détachement n'appauvrit pas l'existence, au contraire. Il la débarrasse du superflu pour laisser briller l'essentiel. Ultimement, le détachement stoïcien nous prépare à la seule séparation, inéluctable, celle d'avec la vie elle-même. En apprenant à lâcher prise sur les petites choses, nous nous exerçons au grand lâcher-prise final. Cette préparation quotidienne à la mort n'a rien de morbide, elle est, au contraire, le secret d'une vie pleinement vécue. Comme le disait Marc Aurèle, il n'est pas honteux de mourir, il est honteux de ne jamais avoir vraiment vécu. Le détachement suprême est celui qui nous permet d'embrasser chaque instant dans sa précarité même. Règle 9. Trouvez la force dans l'adversité. La vie ressemble parfois à une mer déchaînée. Les vagues nous frappent sans répit, le vent semble nous repousser vers la côte. Pourtant, c'est précisément dans ces conditions que les navigateurs stoïciens deviennent maîtres de leur article. Chaque tempête est une occasion d'apprendre à mieux manœuvrer, chaque obstacle un professeur exigeant mais juste. L'adversité ne nous brise pas, elle nous révèle à nous-mêmes. Imaginez un athlète qui ne s'entraînerait que par beau temps. Ses muscles resteraient faibles, son endurance limitée. Notre caractère fonctionne de même. Sans résistance à surmonter, il ne peut se fortifier. Les stoïciens comparent les épreuves à un entraînement divin, soigneusement conçu pour développer nos vertus cachées. Ce qui semble d'abord être un ennemi devient alors notre meilleur coach. Quand le destin vous frappe, posez-vous cette question puissante. Quelle qualité cette situation m'invitait-elle à développer? Un licenciement injuste pourrait enseigner la résilience, une maladie la patience, un conflit relationnel la compassion. Cette simple reformulation transforme les victimes en étudiants attentifs. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle devient la voie. Les grands arbres ont besoin du vent pour développer des racines solides. Sans cette résistance naturelle, ils pousseraient droit mais fragiles, incapables de supporter leur propre poids. Nos vies suivent la même logique. Ce sont les défis qui nous donnent profondeur et stabilité. Les stoïciens ne fuient pas les difficultés. Ils les accueillent comme des alliés paradoxaux de leur croissance. Prenons un exemple concret. Vous échouez à un examen important. La réaction stoïcienne n'est ni l'abattement ni le déni, mais une analyse lucide. Que ai-je mal compris? Comment mieux me préparer? Quelles compétences dois-je renforcer? Cette approche transforme l'échec en tremplin plutôt qu'en tombeau. Chaque revers contient ainsi les graines d'un futur succès, pour qui sait les cultiver. La société moderne nous conditionne à croire que le confort est le but ultime. Mais regardez autour de vous. Les personnes les plus inspirantes sont rarement celles qui ont eu la vie facile. Leur force, leur sagesse, leur profondeur humaine sont les fruits d'épreuves surmontées. Les stoïciens l'avaient compris. Une vie sans obstacle serait comme une épée jamais trempée dans le feu, belle peut-être, mais molle et inefficace. Quand vous traversez une période difficile, pratiquez l'exercice du recul cosmique. Imaginez-vous vu de très haut, puis de plus en plus loin, jusqu'à n'être qu'un point dans l'immensité de l'univers. Cette perspective dédramatise instantanément nos problèmes. Ce qui semblait insurmontable retrouve ses justes proportions.
Les stoïciens utilisaient cette technique pour garder raison même dans la tourmente. Attention cependant, trouver un sens à l'adversité ne signifie pas nier la douleur. Le stoïcisme authentique reconnaît pleinement la souffrance tout en refusant de s'y noyer. C'est cette tension féconde entre acceptation et transformation qui fait toute sa puissance. Nous ne choisissons pas toujours ce qui nous arrive, mais nous choisissons toujours ce que nous en faisons. Commencez petit. La prochaine fois qu'un imprévu vous contrarie, retard, panne, dispute, voyez-le comme une opportunité d'exercer votre patience ou votre créativité. Ces mini-épreuves quotidiennes sont le gymnase où se forge la résilience face aux grands défis. Comme un muscle, notre capacité à transformer l'adversité se développe par l'entraînement progressif. Ultimement, la vision stoïcienne nous invite à un changement radical de perspective. Cessez de maudire les tempêtes pour apprendre à danser sous la pluie. Les obstacles ne disparaissent pas, mais ils perdent leur pouvoir de nous arrêter. Nous découvrons alors cette vérité libératrice. La véritable force ne vient pas de circonstances favorables, mais de notre capacité à faire de chaque situation, aussi difficile soit-elle, une étape de notre chemin vers la sagesse. Les stoïciens comparaient l'épreuve à un gymnase invisible où l'âme vient s'entraîner malgré elle. Chaque difficulté est comme un appareil, spécialement conçu pour développer une vertu précise, la patience, le courage, la persévérance ou l'humilité. Au lieu de maudire l'entraînement, le sage apprend à reconnaître son utilité cachée. Cette métaphore transforme radicalement notre rapport aux obstacles. Ils ne sont plus des ennemis, mais des outils de perfectionnement personnel. L'adversité devient ainsi le curriculum caché de l'école, de la vie, où nous sommes à la fois l'élève et le professeur. Pratiquez l'exercice du « comme si ». Face à une épreuve, demandez-vous « Comment agirait la version la plus forte et la plus sage de vous-même » Cette projection mentale crée un espace entre la réaction instinctive et la réponse choisie. Les stoïciens utilisaient souvent ce détour par l'idéal pour trouver des ressources insoupçonnées. En imitant d'abord la force, nous finissons par la développer véritablement. C'est l'un des paradoxes les plus féconds de la psychologie stoïcienne. On devient courageux en agissant d'abord comme si on l'était déjà, jusqu'à ce que le comportement façonne le caractère. L'adversité agit comme un révélateur photographique sur nos valeurs profondes. Dans le confort, nous pouvons nous bercer d'illusions sur nos principes et nos priorités. Mais quand la tempête frappe, nos véritables croyances apparaissent au grand jour. Les stoïciens voyaient dans ces moments de crise des occasions uniques de vérité sur soi-même. Une épreuve bien traversée en dit plus sur notre caractère que 10 années de vie tranquille. C'est pourquoi ils considéraient les difficultés comme des miroirs grossissants de notre âme, montrant avec clarté ce qu'il reste à travailler. La technique du préméditatio malorum, préméditation des maux, est l'un des outils les plus puissants du stoïcisme face à l'adversité. En imaginant régulièrement les pires scénarios possibles, pertes, échecs, maladies, nous nous préparons psychologiquement à les affronter. Ce n'est pas du pessimisme, mais un vaccin émotionnel. Quand l'épreuve survient réellement, nous ne sommes pas pris au dépourvu. 7. Pratique ancestrale rejoint les découvertes modernes sur la résilience. L'anticipation raisonnable des difficultés renforce notre capacité à y faire face quand elles se présentent. Les obstacles créent souvent des effets de seuil invisibles dans notre développement personnel, comme un alpiniste qui découvre soudain un panorama splendide après une ascension difficile. Nous accédons parfois à de nouvelles perspectives uniquement parce que nous avons persévéré dans l'épreuve. Les stoïciens savaient que certaines vérités ne se révèlent qu'à ceux qui ont le courage d'avancer malgré l'inconfort. La sagesse acquise dans l'adversité possède une qualité particulière, une profondeur, que les connaissances théoriques ne peuvent offrir. Le concept stoïcien des amor fati, amour du destin, pousse cette logique à son paroxysme,
Il s'agit non seulement d'accepter les épreuves, mais de les aimer pour ce qu'elles nous apportent. Cette attitude radicale transforme la résignation passive en engagement actif, quand nous cessons de lutter contre ce qui est. Pour embrasser pleinement la réalité, même douloureuse, nous découvrons une étrange liberté. L'adversité n'est plus alors quelque chose qui nous arrive malgré nous, mais une partie intégrante de notre chemin de croissance. Les neurosciences modernes confirment une intuition stoïcienne. Millénaire, les défis bien gérés renforcent littéralement notre cerveau. Chaque fois que nous faisons face à une difficulté, avec résilience, nous créons de nouvelles connexions neuronales qui nous prépareront aux prochaines épreuves. Ce mécanisme biologique explique pourquoi les personnes habituées à surmonter des obstacles développent une plus grande capacité à en affronter de nouveau. Les stoïciens, sans connaître la plasticité cérébrale, avaient empiriquement découvert ce principe: l'âme se muscle par l'exercice répété de la vertu dans l'adversité. L'histoire regorge d'exemples où des découvertes majeures ou des œuvres immortelles sont nées de contraintes initialement perçues comme des obstacles. Les stoïciens y voyaient la manifestation d'une loi universelle: la nécessité stimule la créativité. Quand nous cessons de considérer les limites comme des ennemis, pour les voir comme des partenaires de jeu, nous libérons une énergie nouvelle. Cette alchimie qui transforme les problèmes en solutions est l'une des compétences les plus précieuses que puisse développer un être humain, et elle s'aiguise précisément dans le creuset de l'adversité. La résilience stoïcienne ne consiste pas à endurer passivement, mais à danser avec les circonstances. Imaginez un roseau dans la tempête. Il plie mais ne rompt pas, trouvant dans sa flexibilité même la force de résister. Cette image illustre parfaitement l'attitude du sage face aux épreuves. La rigidité mène souvent à la casse, alors que la souplesse intelligente permet de traverser les pires tempêtes. Les stoïciens recommandaient de cultiver cette qualité élastique de l'âme, capable de s'adapter sans se perdre, de composer sans capituler. Ultimement, la vision stoïcienne de l'adversité nous invite à un renversement complet de perspective. Ce ne sont pas les circonstances faciles qui font une bonne vie, mais la manière dont nous répondons aux circonstances difficiles. Dans ce paradoxe réside une liberté immense. Nous ne pouvons peut-être pas choisir ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours choisir ce que nous en faisons. Cette prise de conscience transforme chaque jour en aventure où les obstacles deviennent des alliés déguisés sur le chemin de la sagesse, et chaque épreuve en occasion de découvrir des forces que nous ignorions posséder. Règle 10. Distinguer ce qui dépend de soi. Notre vie ressemble à un navire en pleine mer. Nous ne pouvons contrôler le vent ni les courants, mais nous gardons toujours la maîtrise des voiles et du gouvernail. Les stoïciens nous enseignent cette sagesse pratique. Séparer clairement ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Ce simple discernement devient une source immense de liberté et de paix intérieure. L'énergie gaspillée à vouloir changer l'inchangeable peut enfin se consacrer à ce qui compte vraiment. Chaque matin, Épictète conseillait à ses élèves de se rappeler cette distinction fondamentale. Imaginez un archer. Il contrôle son geste, sa concentration, sa technique de tir. Mais une fois la flèche partie, le vent ou un oiseau peuvent dévier sa trajectoire. Se frustrer de ces aléas serait aussi absurde que de s'enorgueillir d'un coup de chance. Cette métaphore illustre parfaitement l'attitude stoïcienne face aux événements extérieurs. Prenons un exemple concret. Vous avez préparé une présentation importante avec soin. Le jour J, un problème technique perturbe votre démonstration. La réaction stoïcienne? Distinguez immédiatement. La préparation dépendait de vous, vous l'avez bien faite. Les bugs techniques n'en dépendaient pas, inutile de s'énerver. Cette clarté mentale permet d'adapter sa réponse plutôt que de s'épuiser en colère stérile. L'énergie est ainsi canalisée vers la solution.
Nos sociétés modernes entretiennent l'illusion que nous pourrions tout contrôler. Cette croyance toxique engendre anxiété et frustration. Le stoïcien, lui, reconnaît avec humilité les limites de son pouvoir. Paradoxalement, cette acceptation le rend bien plus efficace. Il concentre ses efforts là où ils porteront vraiment leurs fruits. Comme un jardinier qui arrose les plantes plutôt que d'essayer de faire tomber la pluie. La pratique du dichotomie de contrôle stoïcienne agit comme un filtre précieux pour nos préoccupations quotidiennes. Devant chaque souci, posez-vous, quel pourcentage de cette situation dépend réellement de moi? Vous serez souvent surpris de constater combien d'énergie vous dépensiez pour des choses hors de votre influence. Ce recentrage progressif transforme radicalement votre rapport au monde. Les relations humaines deviennent particulièrement apaisées lorsqu'on applique ce principe. Le comportement des autres, leurs opinions, leurs réactions, tout cela échappe largement à notre contrôle. Ce qui dépend de nous, notre manière d'interagir, nos paroles choisies, nos réponses mesurées. Cette prise de conscience libère d'un poids immense, celui de vouloir changer autrui plutôt que de travailler sur soi-même. Attention cependant, cette distinction n'est pas une excuse pour l'indifférence ou la passivité. Agir sur ce qui dépend de nous demande souvent plus de courage que de s'agiter vainement. Le stoïcien est pleinement engagé dans le monde, mais sans l'illusion de le maîtriser. Cette tension féconde entre action et détachement constitue le cœur de la sagesse pratique. Pour intégrer cette règle, commencez par de petits exercices quotidiens. Face à une contrariété, retard, critique, imprévu, demandez-vous immédiatement « Quel aspect puis-je influencer ?» Cette habitude mentale, avec le temps, devient un réflexe salvateur. Vous développerez ainsi ce que les stoïciens appelaient l'art de l'acquiescement face à ce qui ne peut être changé. Ultimement, cette pratique conduit à une transformation profonde de notre rapport à l'existence. Nous cessons d'être des lutteurs épuisés contre les vagues de la vie pour devenir des navigateurs habiles, utilisant à bon escient les forces qui nous traversent. La sérénité n'est plus alors l'absence de tempête, mais la capacité à danser avec elle en gardant le cap. Le plus beau paradoxe de cette règle stoïcienne, en reconnaissant avec humilité ce qui échappe à notre contrôle, nous découvrons en nous une puissance insoupçonnée, celle de choisir en toutes circonstances qui nous voulons être et comment nous voulons répondre. Cette liberté intérieure, personne ne peut nous la prendre. Elle devient notre ancre dans les pires tempêtes. L'exercice du cercle de contrôle est un outil puissant hérité du stoïcisme. Tracez 2 cercles concentriques, dans le petit inscrivez tout ce qui dépend vraiment de vous, vos jugements, vos valeurs, vos actions, dans le grand. Notez tout ce qui échappe à votre contrôle, opinion d'autrui, événements extérieurs, passé. Cette visualisation concrète révèle souvent combien nous gaspillons d'énergie à nous préoccuper du grand cercle. La sagesse consiste à concentrer nos efforts sur le petit cercle tout en acceptant, avec sérénité, ce qui relève du grand cercle. Les stoïciens distinguaient 3 catégories dans les événements de la vie. Ceux qui dépendent entièrement de nous, nos pensées, ceux qui n'en dépendent pas du tout, la météo, et ceux qui dépendent partiellement de nous. Le résultat d'un examen. Cette nuance est cruciale. Pour les éléments partiellement contrôlables, nous devons agir sur la part qui nous revient, puis accepter le reste. Cette attitude évite à la fois la passivité et l'anxiété de performance, trouvant l'équilibre parfait entre l'engagement et le lâcher-prise. La pratique du journal stoïcien peut aider à cultiver cette distinction. Chaque soir, notez 3 situations de la journée et analysez ce qui, dans chacune, dépendait réellement de vous. Avec le temps, vous développerez une perception plus fine des véritables sphères d'influence. Cet exercice révèle souvent que nous surestimons notre contrôle sur les circonstances, tout en sous-estimant notre pouvoir sur nos interprétations. La liberté véritable commence avec cette prise de conscience salutaire. Dans les relations conflictuelles, appliquer ce principe apporte un apaisement immédiat. Vous ne pouvez contrôler les paroles ou actes d'autrui, mais
vous gardez toujours le choix de votre réponse. Cette prise de recul transforme les disputes en opportunité de pratiquer la vertu. Au lieu d'exiger que l'autre change, demandez-vous quelle version de vous-même vous souhaitez incarner face à cette épreuve. Paradoxalement, c'est souvent en renonçant à changer les autres que nous parvenons à influencer positivement notre entourage. Le détachement stoïcien face à ce qui ne dépend pas de nous n'a rien d'une froide indifférence, c'est au contraire une forme supérieure d'intelligence émotionnelle. Imaginez un chirurgien qui s'énerverait contre l'état d'un patient au lieu de se concentrer sur l'acte chirurgical. Son émotion deviendrait contre-productive. De même, dans la vie courante, les émotions dirigées vers l'inchangeable nous épuisent inutilement. Le sage stoïcien ressent pleinement, mais canalise ses énergies vers les seuls domaines où elles peuvent être fécondes. La technologie moderne a brouillé cette frontière essentielle en créant l'illusion que nous pourrions tout contrôler, climat, opinion, résultats. Les stoïciens nous rappellent l'importance de redécouvrir les limites naturelles de notre volonté. Pratiquer régulièrement des jeûnes de contrôle. Une journée sans vérifier les nouvelles, sans chercher à influencer autrui, sans tenter de maîtriser chaque détail. Ces pauses révèlent la paix profonde, qui naît lorsqu'on cesse de vouloir régir l'incontrôlable. Les enfants comprennent instinctivement cette distinction. Ils pleurent quand ils ont faim, contrôlable, mais ne s'énervent pas contre la pluie, incontrôlable. En grandissant, nous perdons cette sagesse naturelle. La pratique stoïcienne consiste à retrouver cette clarté perdue, non par infantilisation, mais par maturation consciente. Observez un enfant. Face à l'incontrôlable, il passe rapidement à autre chose. Cette capacité à pivoter est une leçon vivante que nous pourrions tous réapprendre. Dans le domaine professionnel, cette distinction stoïcienne prévient le burn-out. Vous pouvez contrôler la qualité de votre travail, mais rarement les décisions hiérarchiques ou les aléas du marché. Faire cette séparation mentale protège contre l'épuisement inutile. Le matin, concentrez-vous sur vos actions du jour. Le soir, évaluez ce que vous avez accompli plutôt que ce que vous n'avez pas pu influencer. Ce recentrage quotidien transforme radicalement l'expérience du travail en source de satisfaction plutôt que de frustration. La nature nous enseigne constamment cette leçon. Un arbre ne contrôle pas la sécheresse, mais ajuste sa croissance. Un fleuve ne contrôle pas les rochers, mais trouve son chemin autour. Les stoïciens voyaient dans ces phénomènes naturels des modèles de sagesse pratique. Quand nous cessons de lutter contre l'inchangeable pour nous adapter avec intelligence, nous retrouvons cette harmonie fondamentale. L'adversité devient alors moins un obstacle qu'une occasion de déployer notre créativité et notre résilience. Ultimement, cette pratique mène à une libération profonde. En cessant de vouloir contrôler l'incontrôlable, nous découvrons que notre véritable puissance réside dans notre capacité à choisir nos batailles. Comme un général avisé qui concentre ses troupes sur les fronts décisifs, le sage stoïcien déploie son énergie uniquement là où elle peut faire différence. Cette économie de l'attention et de l'effort devient alors source non seulement de sérénité, mais aussi d'une efficacité redoublée dans ce qui compte. Vraiment, la vraie maîtrise commence par le discernement des limites.